Bonjour et bienvenue à la capsule sur la conservation de l'énergie mécanique. Je vais faire quelques diapositives de résumé où on va voir les principales formules et les principaux concepts à comprendre. Ensuite, je vais faire quelques problèmes avec vous. Je vous suggère d'essayer les problèmes en même temps que moi, donc de faire pause pour vous laisser le temps de faire quelques calculs. Lorsque vous êtes complètement perdu, lorsque vous ne savez plus quoi faire, vous pouvez appuyer sur Play pour avoir une idée de quoi faire par la suite ou tout simplement vérifier si vos calculs sont bons. N'hésitez pas à faire pause, à arrêter, à retourner en arrière pour bien comprendre les différentes situations. C'est difficile dans une seule capsule d'expliquer toutes les possibilités et tous les problèmes différents possibles. J'ai donc choisi quelques problèmes classiques qui peuvent être utiles là, pour résoudre d'autres problèmes différents par la suite. Tout d'abord, commençons par les principales équations. Donc, on a d'abord l'équation de l'énergie potentielle, EP est égal à M fois G fois H. Et l'énergie cinétique, EK, est égale à 1 demi M fois V au carré. Faites attention, hein, le au carré, c'est un classique. Les élèves oublient souvent d'élever la vitesse au carré. Maintenant, pour les unités, donc la masse sera toujours exprimée en kilogrammes, la hauteur en mètres et la vitesse en mètres par seconde. Donc, parfois, nous aurons à faire des conversions d'unités. Ça aussi, c'est une erreur classique, les élèves qui n'utilisent pas les bonnes unités. Ça, c'est des équations pour les énergies. Concept de travail maintenant. En fait, un travail, c'est lorsqu'on ajoute de l'énergie ou lorsqu'on enlève de l'énergie à un système ou à un objet. Donc, par exemple, on a deux pendules ici. Supposons que dans le pendule de gauche, on pousse le pendule, donc on exerce une force de manière à lui accélérer son mouvement. Bien, dans ce cas-là, on va parler d'un travail positif, donc qui aide au mouvement. Si au contraire, on ralentit le pendule, donc on exerce une force contraire, on va parler de travail négatif. Dans tous les cas, la formule sera la même. Le travail, c'est égal à la force fois le déplacement. Donc évidemment, une force, on l'applique pendant un certain moment sur une certaine distance. Donc si on applique la force sur une grande distance, le travail sera plus grand. Alors, dans le cas ici de gauche, supposons que je pousse pendant très longtemps, donc sur une grande distance mon pendule. Évidemment, je vais lui donner plus d'énergie, il va pouvoir remonter plus haut de l'autre côté. Même chose ici, si je ralentis pendant plus longtemps mon pendule, je vais le ralentir plus rapidement. Donc ça, c'est le concept de distance. Pour ce qui est des unités, la force s'exprime en newton, le déplacement s'exprime en mètres et le travail s'exprime, c'est de l'énergie, ça s'exprime en joules. Donc on peut soit faire un travail positif, augmenter la quantité d'énergie du système, ou un travail négatif, diminuer la quantité d'énergie du système. Par définition, si le travail est négatif, on va ajouter un moins ici devant la force pour montrer qu'on enlève de l'énergie au système. Quelques situations. Alors, comme j'expliquais au début, ici, n'hésitez pas à essayer les exemples d'abord par vous-même et puis à faire pause donc et à m'arrêter au moment opportun. Vous pouvez ensuite redémarrer la vidéo pour vérifier soit vos calculs ou pour comprendre quoi faire par la suite. Donc, on va garder l'exemple du pendule parce qu'avec le pendule, on peut faire à peu près n'importe quoi. Et puis, il faut comprendre qu'on pourrait utiliser ce même exemple-là, ces mêmes calculs-là pour plusieurs situations, comme une voiture qui descend un plan incliné, une balle qu'on lance dans les airs, un objet qui rebondit sur un trampoline, par exemple. Ce seraient les mêmes calculs, les mêmes mathématiques derrière. Donc, on a une masse de 3,5 kg, d'où une hauteur de 0,15 m, et on cherche quelle sera sa vitesse maximale. D'abord, il faut comprendre que sa vitesse maximale, elle aura lieu ici. Donc, au moment où le pendule, donc la masse aura la plus grande vitesse, ce sera au point le plus bas. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'énergie potentielle, il n'y a que de l'énergie cinétique, c'est donc le point de vitesse maximale. D'un côté très pragmatique, si on regarde la question, je me rends compte qu'on me donne la masse et qu'on me donne la hauteur. Je garde en tête que la gravité, c'est égal à 9,8 newtons par kilogramme.
Donc, si je regarde les différentes formules que j'ai, ben, j'ai la masse, j'ai la hauteur, j'ai la gravité. Je peux donc calculer l'énergie potentielle. Donc, allons-y. On va calculer l'énergie potentielle initiale de la masse. Donc, qui sera égale à 3,5 kg fois 9,8 newton par kilogramme fois la hauteur 0,15 mètres. J'entre tout ça dans ma calculatrice et puis j'obtiens 5,145 joules. Donc ça, c'est la quantité d'énergie potentielle que possède la bille au début. Par contre, c'est aussi sa quantité d'énergie totale. Parce qu'il n'y a rien d'autre que de l'énergie potentielle au départ. La bille ne possède que de l'énergie potentielle. Rien d'autre, elle n'a pas de vitesse. Donc au départ, la bille possède 5,145 joules. Ce qui est important de constater, c'est que ce 5,145 joules sera conservé en tout temps dans le système, puisque c'est un système parfait. C'est pour ça que dans cette situation-là, on peut dire que la bille, lorsqu'elle est à sa vitesse maximale, elle a 5,145 joules d'énergie cinétique. Donc, au point le plus rapide, la bille a transformé toute son énergie potentielle en énergie cinétique. Je peux donc, dans cette situation, affirmer que EK est égal à EP. Dans cette situation-là, principalement. Je peux donc dire, comme EK est égal à EP, je peux dire 5,145 joules est égal à 1 demi M, 3,5 kg, fois la vitesse au carré. C'est ce qu'on cherche. On isole correctement et ici, je vais simplifier là, les calculs. En fait, je vais y aller rapidement à la calculatrice. Et on obtient une vitesse de 1,71 mètres par seconde comme réponse finale. Si vous avez de la difficulté avec ces calculs-là, dans le fond, assurez-vous de bien respecter la priorité des opérations. Donc, il faut diviser par 1/2 pour enlever la demi, diviser par 3,5 kg pour enlever la masse, puis ensuite extraire la racine de chaque côté pour enlever le au carré. Comme je disais, donc ça c'est dans cette situation-là précisément où on voit que EK est égal à EP. Donc toute l'énergie potentielle au départ s'est transformée en énergie cinétique au point où la bille avait à sa vitesse maximale. Deuxième situation, on a un système parfait. Cette fois-ci, regardez, ET est égal à ET. Donc l'énergie totale est toujours conservée de toute façon. On a toujours la même masse. Donc, on a toujours la même énergie potentielle là, de l'énergie potentielle initiale qui était de 5,145 joules. Donc, l'énergie potentielle ne change pas. Maintenant, on veut savoir quelle sera la vitesse à une hauteur de 0,10 mètres. Donc, la bille descend un tout petit peu, pas beaucoup, elle descend juste un peu. Et on veut savoir quelle serait sa vitesse à ce moment-là. Il faut comprendre que à ce moment-là, donc lorsque la bille, je vais venir la dessiner ici. Supposons que la bille est ici. Là. Lorsqu'elle a diminué sa vitesse, bien à ce moment-là, elle possède les deux types d'énergie. Elle a encore de l'énergie potentielle, parce qu'elle est encore une hauteur, et elle a de l'énergie cinétique, puisqu'elle est en mouvement. Et ça va correspondre à l'énergie totale du système. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'énergie totale, à ce point-là, est égale à l'énergie potentielle au départ. Donc, le 5,145 joules, c'est l'énergie de la bille au départ, mais ce 5,145 joules-là est conservé tout le long du parcours. On sait donc que, mathématiquement, 5,145 joules est égal à la masse, en fait, est égal à EP, je vais le résumer comme ça, plus EK. C'est donc égal à 3,5 kg fois 9,8 newton par kilogramme fois, ici la hauteur 0,10 mètres, plus 1 demi m fois v au carré.
Désolé, on connaît M. 1/2 fois 3,5 kg fois V au carré. Bref, on isole. Dans le fond, on se rend compte qu'ici, il y a seulement une variable qu'on ne connaît pas, c'est la vitesse. Alors, l'idée, c'est que j'ai trouvé l'énergie potentielle au départ. Je sais que cette énergie-là ne variera jamais tout le long du système. Et qu'à ce point-là, dans le système, l'énergie existe sous deux formes, potentielle et cinétique. Donc, je trouve mon énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Alors, dans l'énergie cinétique, j'ai la vitesse que je ne connais pas, c'est ce que je cherche. Mais c'est une grande équation, mais finalement, il y a seulement une variable qui est inconnue. Donc, il faut seulement résoudre pour la vitesse dans cette situation. Donc, on entre tout ça dans la calculatrice. 8.10. Et on obtient une vitesse de 0,99 mètres par seconde. Ce qui est tout à fait logique. Si on compare avec les résultats qu'on avait obtenus précédemment, on a une vitesse qui est moins grande, c'est normal, parce qu'il nous reste encore d'énergie potentielle. On n'est pas encore à l'énergie maximum. Si vous n'avez pas réussi à obtenir ce résultat, revérifiez, refaites vos calculs plusieurs fois. Donc, commencez par trouver l'énergie potentielle. Vous devez soustraire cette énergie à votre 5,145, divisé par 1/2, divisé par 3,5, puis ensuite extraire la racine carrée pour trouver la vitesse. Quatrième situation, on a un système avec un travail négatif. Donc, cette fois-ci, on a toujours notre même énergie potentielle, notre même bille, mais on a une énergie négative. Donc, on a une force qui est appliquée comme ça, qui empêche le mouvement. Alors, l'énergie potentielle, 5,145 joules, ne change pas. Maintenant, on veut savoir de quel côté. Ça va être la hauteur maximale de l'autre côté. Si on avait un système parfait, ça serait simple. Si on avait un système parfait, de l'autre côté, on serait à 0,15 mètres, tout simplement. Il n'y a pas de perte d'énergie. Alors là, ici, il y a une perte d'énergie. Il y a une force qui nuit au mouvement, qui enlève de l'énergie au système. C'est donc un travail négatif. On va calculer. Le travail sera égal à la force, donc moins 0,15 newton, fois le déplacement, 0,30 mètres. Et on obtient un travail de moins 0,045 joules. L'énergie sera donc égale à 5,145 moins 0,045 joules. Et on obtient désolé. 5,1 joules. Pas besoin de faire ça à la calculatrice. J'aurais peut-être dû faire ça mentalement. Donc, voilà, j'ai une perte d'énergie. J'ai moins d'énergie qu'au départ. Donc, de mon 5,145, j'ai finalement 5,1 joules. Donc, dire 5,1 joules, ça va être égal à l'énergie potentielle de l'autre côté. Donc, la masse, 3,5 kg, fois la gravité, 9,8 newtons par kilogramme, fois la hauteur, qui est inconnue. J'entre ça dans la calculatrice. Et on obtient une nouvelle hauteur de 0,1486 mètres. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu une grande différence. On est parti de 0,15, il me semble, à 0,1. Troisième situation, on a toujours notre même énergie potentielle de 5,145 joules, mais cette fois-ci, on fait un travail positif. On pousse la bille, on lui donne de l'énergie. Alors, à la fin, la bille risque d'être
plus élevé, avoir une hauteur plus haute, plus grande, puisqu'on donne de l'énergie au système. Donc, on va trouver cette quantité d'énergie-là donnée, le travail. C'est égal à la force, 10 newtons, fois le déplacement, 0,5 mètres. Donc, le travail, c'est égal à 0,5 joules. L'énergie totale finale sera l'addition entre l'énergie initiale et le travail, donc 5,645 joules. Donc, on a le 5,645 joules qui est égal à la masse fois la gravité fois la hauteur. La masse 3,5 kg, la gravité 9,8 newtons par kilogramme et nous cherchons, ça c'est des kilogrammes, et nous cherchons pour la hauteur. On isole la hauteur dans la formule, on obtient 0,1645, ce qui est tout à fait normal. On a une hauteur qui est plus grande que ce qu'on avait au départ, donc légèrement plus grande puisqu'on a donné de l'énergie au système.